En signant les documents du divorce, Anne tenait son stylo avec un calme absolu, comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires. Serge, de son côté, lui jeta la dernière page à travers la table. Son sourire en coin était empreint d'un triomphe indéniable. À moi l'entreprise et les appartements, et à toi la masure en grande banlieue. Vis donc, déclara-t-il en s'adossant à son fauteuil en cuir, savourant visiblement l'instant. J'espère que tu t'y plairas, dans ton nouveau palais. Anne apposa sa signature sur le document, en traçant soigneusement chaque lettre. Sa main ne tremblait pas du tout. Elle leva les yeux vers son ex-mari, puis elle lui sourit de ce même sourire qui, autrefois, faisait battre son cœur plus vite. Désormais, il ne remarquait même plus rien de spécial en elle, car il était bien trop enivré par sa propre victoire. Merci, Serge, dit-elle doucement, en rassemblant ses copies de documents dans une chemise cartonnée. Je te souhaite tout le meilleur. Il poussa un reniflement dédaigneux, composant déjà un numéro sur son téléphone. Il s'agissait probablement de sa nouvelle conquête, cette fameuse mannequin de 25 ans, pour qui il avait justement orchestré tout ce divorce. L'avocat de Serge se frottait les mains avec satisfaction. L'avocate d'Anne, quant à elle, adressa un signe de tête silencieux à sa cliente. Entre elles, une lueur de complicité passa, une entente subtile que Serge fut incapable de saisir. En sortant du bureau, Anne entendit la voix de son ex-mari résonner. « Ma chérie, tout est réglé. Ce soir, on fête ça. Oui, je suis enfin libre. Je me suis enfin débarrassée de ce boulet. » La porte se referma, coupant net ses paroles. Anne marchait dans le couloir, et, à chaque pas qu'elle faisait, son sourire devenait de plus en plus radieux. 3 jours plus tôt, Anne était assise dans l'étude du notaire, examinant attentivement une pile de documents. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une intense excitation. Au cours des 2 derniers mois, elle avait travaillé presque sans fermer l'œil, mais tous ses sacrifices en valaient la peine. « Êtes-vous certaine de vouloir faire cela précisément maintenant ?» demanda le notaire, un homme d'un certain âge au regard bienveillant. « Dans 3 jours, votre divorce sera officiel. » « C'est exactement pour cette raison que je suis ici aujourd'hui, » répondit Anne. « Il faut que j'agisse avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. » Le notaire acquiesça, puis il commença à lire les documents à haute voix. Anne écoutait avec attention, sentant sa vie basculer à chaque mot prononcé. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lorsque Serge avait évoqué le divorce pour la toute première fois. À l'époque, il essayait encore de se montrer courtois, et il promettait de tout partager de manière équitable. Anne ne s'y opposait pas. Leur mariage s'était transformé, depuis bien longtemps, en une coquille vide. Elle était prête à partir, prête à tout recommencer à zéro. Mais, peu de temps après, Serge avait dévoilé son véritable visage. « Tu n'auras que ce que je déciderai de te donner », avait-il asséné un soir, alors qu'ils discutaient des conditions de la séparation. « J'ai bâti mon entreprise tout seul, et j'ai acheté les appartements avec mon propre argent. Toi, tu es simplement resté à la maison, à dépenser ma fortune. J'ai travaillé dans ton entreprise pendant les 5 premières années de notre mariage, » rappela Anne avec un calme imperturbable. « Et ce, gratuitement. Pendant que tu lançais tes affaires, je m'occupais de toute la documentation, et je gérais la relation avec les clients. Tu n'étais qu'une secrétaire, » cracha-t-il avec mépris. N'importe quel secrétaire peut être embauché pour une misère. C'est à cet instant précis que quelque chose s'était brisé à l'intérieur d'Anne. Ce n'était pas de la rancœur, car elle avait cessé d'en vouloir à Serge depuis longtemps. Ce qui venait de se briser, c'était sa toute dernière envie de jouer selon ses règles. Dès le lendemain, elle engagea une avocate. Elle ne choisit pas la personne recommandée par Serge, mais une femme d'une toute autre trempe, maître Marguerite Leblanc, une avocate réputée pour être une véritable dame de fer dans le milieu des procédures de divorce. « Racontez-moi tout », avait déclaré maître Leblanc lors de leur première rencontre. « Absolument tout, même les détails qui vous semblent totalement insignifiants. » Et Anne raconta tout. Elle expliqua comment elle avait réellement travaillé dans l'entreprise de Serge à ses débuts. Elle détailla la manière dont elle avait déniché leur tout premier gros client, un ancien camarade d'université devenu propriétaire d'une grande chaîne de magasins.
Elle révéla également comment elle avait investi, dans l'affaire, l'argent issu de la vente de l'appartement de sa défunte grand-mère. Enfin, elle aborda l'histoire du terrain, acheté plus tard grâce à l'héritage perçu après la mort de son père. « Avez-vous des preuves » demanda l'avocate. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Anne. « Mais je me souviens du nom de la banque, et je peux retrouver les dates approximatives. » Maître Leblanc sourit avec confiance, ce sera largement suffisant pour commencer. Les mois qui suivirent ressemblèrent à une véritable enquête policière. L'avocate exhuma d'anciens documents bancaires, retrouva des témoins clés, et restaura des correspondances oubliées. Peu à peu, le tableau prenait forme. Cependant, la découverte la plus intéressante se produisit par le plus grand des hasards. En fouillant dans de vieux cartons rangés dans le débarras, Serge lui ayant ordonné de vider l'appartement de ses affaires, Anne tomba sur une chemise cartonnée. À l'intérieur, se trouvaient d'anciens contrats, des reçus, et diverses paperasses datant des premières années de leur mariage. Parmi ces papiers, figurait l'acte de vente de ce fameux terrain situé en périphérie de Paris. Cette même « masure », comme l'appelait Serge avec tant de dédain. Anne se souvenait très bien de cet achat. 13 ans auparavant, alors qu'il venait tout juste de se marier, son grand-père lui avait légué une modeste somme d'argent. Serge avait alors insisté, avec beaucoup de ferveur, pour qu'il fasse l'acquisition de ce lopin de terre. « C'est un investissement pour l'avenir », disait-il à l'époque. La ville s'étend. D'ici 10 ans, cette terre vaudra 10 fois plus cher. Le terrain avait été acheté au nom d'Anne. À ce moment-là, Serge rencontrait quelques soucis avec le fisc, et il avait préféré mettre le bien au nom de sa femme. Ensuite, ils y avaient fait construire une petite maisonnette, qui ressemblait davantage à un cabanon en bois. Serge promettait souvent qu'un jour, ils y bâtiraient une vraie maison, mais ils n'en avaient jamais eu l'occasion. Anne feuilletait les documents, quand soudain, une feuille retint toute son attention. Il s'agissait d'une impression tirée d'Internet, un article portant sur les projets d'aménagement urbain de la municipalité. La publication datait du mois dernier. La mairie a approuvé le plan de construction d'un nouvel écoquartier en périphérie. La zone sera intégralement réhabilitée. Il est prévu d'y construire une ligne de métro, des centres commerciaux, ainsi qu'un immense parc public. Anne relut l'article 3 fois de suite, puis elle ouvrit l'application de cartographie sur son téléphone pour vérifier l'adresse. Son cœur s'emballa. Le nouveau complexe résidentiel était planifié exactement là où se trouvait son terrain. Dès le lendemain, elle organisa une rencontre avec un agent immobilier. « Oui, c'est un secteur extrêmement prometteur », lui confirma l'expert. Les prix du foncier y ont littéralement explosé au cours de la dernière année. Votre terrain, dit-il en pianotant rapidement sur sa calculatrice, vaut actuellement autour de 3 millions d'euros. Peut-être même plus, si l'on prend en compte le bâti existant. 3 millions d'euros. Anne faillit éclater de rire au beau milieu de l'agence. Serge le savait. Évidemment qu'il le savait. C'était précisément pour cette raison qu'il avait accepté, avec une telle facilité, de lui laisser la masure. Il prévoyait très certainement de récupérer ce terrain plus tard, d'une manière ou d'une autre, ou peut-être avait-il déjà trouvé une faille juridique pour s'en emparer. Mais Serge ignorait un détail crucial. Anne apporta immédiatement les documents à Maître Leblanc. L'avocate les examina avec attention, avant qu'un large sourire n'illumine son visage. Ce terrain est enregistré à votre nom. Il s'agit d'un bien propre, financé par des fonds provenant d'un héritage. Il n'a absolument aucun droit dessus. Mais nous l'avons acheté alors que nous étions déjà mariés, objecta Anne, encore incertaine. Oui, mais avec l'argent de votre héritage. Nous avons tous les relevés prouvant la traçabilité des fonds. De plus, ajouta l'avocate en sortant un autre dossier, nous avons réuni les preuves que vous avez injecté des sommes considérables dans son entreprise au cours des premières années. La loi vous accorde le droit de réclamer une prestation compensatoire majeure. À hauteur de combien ? Environ la moitié de la valeur actuelle de sa société. Ce qui représente près de 5 millions d'euros. Anne resta silencieuse, essayant de digérer l'énormité de ces informations. Mais il y a une subtilité,
reprit Maître Leblanc. Si nous dévoilons nos cartes maintenant, il tentera de dissimuler ses actifs et de faire traîner la procédure. Les batailles judiciaires pourraient s'éterniser sur des années. Que proposez-vous de faire? Laissons-le croire qu'il a gagné. Signez ses conditions de divorce. Vous récupérez la cabane, et lui, tout le reste. Et ensuite? Ensuite, comme son entreprise a été immatriculée pendant le mariage, la part de Serge est considérée comme un bien commun. De plus, vos virements personnels et votre travail non rémunéré renforcent solidement notre position pour exiger une compensation financière. En parallèle, nous ferons reconnaître officiellement que le terrain est votre propriété exclusive, et qu'il n'est donc pas soumis au partage. Anne prit le temps de réfléchir. Le plan était risqué, mais implacablement logique. Et s'il tente de contester tout cela, demanda-t-elle. Nous avons un dossier en béton armé. Nous disposons des relevés bancaires, des témoignages, et même des correspondances avec ce premier gros client que vous lui avez apporté. Votre victoire est garantie. Entendu, acquiesça Anne. Faisons comme ça. C'est ainsi que, 3 jours après cette rencontre décisive chez le notaire, Anne sortait du bureau où elle venait de signer les papiers du divorce. Serge triomphait, totalement convaincu d'avoir écrasé son ex-femme. Il ignorait encore qu'il venait de tout perdre. Elle quitta l'étude notariale avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis 6 mois. Le vent d'automne ébouriffait ses cheveux, mais elle ne frissonna même pas. À l'intérieur, une douce chaleur l'envahissait. La chemise contenant les documents reposait dans son sac, et chaque feuille représentait une petite victoire silencieuse. Anne, attendez-moi, l'interpella Maître Leblanc, en descendant rapidement les marches derrière elle. L'avocate affichait le sourire satisfait d'un chasseur ayant enfin piégé sa proie. Je dois dire que vous avez été parfaite. Il n'a eu le moindre soupçon. Serge est bien trop imbu de lui-même pour se douter de quoi que ce soit. Anne s'arrêta et se tourna vers elle. Il m'a toujours prise pour une femme au foyer stupide. Tant pis pour lui. Maître Leblanc sortit son smartphone et fit défiler l'écran. Au fait, je viens de recevoir la confirmation des experts immobiliers. Votre parcelle est bel et bien évaluée à 3,2 millions d'euros. Le promoteur immobilier est prêt à la racheter à la seconde où vous déciderez de la vendre. Anne hocha la tête, bien qu'elle n'ait aucune intention de vendre. Du moins, pas dans l'immédiat. Quand déposons-nous la plainte, demanda Anne. D'ici une semaine. Laissons-lui le temps de savourer sa prétendue victoire, répondit l'avocate en plissant les yeux. Qu'il se détende, qu'il aille faire la fête avec sa petite mannequin. Et ensuite, nous frapperons. Elles se saluèrent, et Anne monta dans un taxi. Le chauffeur gardait le silence, ce dont elle lui fut profondément reconnaissante. Elle avait grand besoin de se retrouver seule avec ses pensées. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. Félicitations pour le divorce. Maintenant, Serge est tout à moi. Anne eut un petit rire ironique. C'était Christine, bien évidemment. Cette jeune mannequin de 25 ans, dotée d'un visage de poupée et d'une cervelle d'oiseau. C'était précisément pour elle que Serge venait de détruire 13 années de mariage. Anne ne prit même pas la peine de répondre. Qu'elle se réjouisse, tant qu'elle le pouvait encore. Son nouvel appartement l'accueillit dans un calme absolu. C'était un modeste studio en location, où Anne avait dû emménager après que Serge l'eût chassé de leur domicile conjugal. Le mobilier y était sommaire, les affaires réduites au strict minimum, mais c'était son propre espace. Un lieu où elle n'avait plus besoin de faire semblant, de sourire par obligation, ni de subir des regards emplis de mépris. Elle se prépara une tasse de thé, s'installa confortablement sur le canapé, et alluma son ordinateur portable. Maître Leblanc lui avait envoyé une copie numérisée de l'ensemble du dossier, par simple précaution au cas où les originaux viendraient à s'égarer. Anne passa méthodiquement chaque page en revue. Le certificat de dissolution du mariage était là. Maître Leblanc lui avait bien expliqué la stratégie, elles n'allaient pas se contenter de redemander un partage des biens, elles allaient contester des clauses spécifiques de l'accord. En effet,
Serge avait délibérément dissimulé la valeur réelle du terrain pour induire Anne en erreur. Serge s'imaginait, bien sûr, l'avoir mené en bateau. De la même manière, il avait oublié l'existence des virements bancaires qu'Anne effectuait pour soutenir la trésorerie, à l'époque où sa société n'en était qu'à ses balbutiements. Il ignorait également l'existence d'anciens courriels où il admettait, de sa propre plume, l'importance de l'apport de sa femme. Maître Leblanc avait constitué un dossier implacable, face auquel Serge n'avait strictement aucune chance. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois-ci, c'était un appel. Sa mère. Ma petite Anne, alors, comment ça s'est passé? La voix de sa mère tremblait d'angoisse. Tout s'est très bien passé, maman. Le divorce est officiellement prononcé. Oh mon Dieu, enfin. J'avais tellement peur qu'il ne te dépouille et ne te laisse sans le moindre sou. Il ne l'a pas fait. Anne sourit doucement. En réalité, il m'a laissé exactement ce dont j'avais besoin. Le terrain de papa. Sa mère laissa échapper un long soupir. Ton père rêvait tellement d'y construire une grande maison. C'est si triste qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ça. Je sais, maman. Je sais. Elles discutèrent encore un long moment, et Anne promit de venir lui rendre visite pendant le week-end. Sa mère habitait dans une autre région, et elle se voyait rarement, d'autant plus ces derniers mois, où la procédure de divorce avait drainé toute l'énergie d'Anne. Après avoir raccroché, Anne ouvrit le dossier contenant des photographies sur son ordinateur. Il s'agissait de clichés du terrain, pris 3 jours auparavant, lors de sa toute première visite sur les lieux depuis plus de 2 ans. C'était un mercredi, et Anne se souvenait de chaque détail avec une précision chirurgicale. Elle s'était tenue devant une clôture affaissée, derrière laquelle se dessinait la vieille bâtisse. C'était effectivement une masure, comme se plaisait à le répéter Serge. La peinture s'écaillait, le toit s'était affaissé, et les fenêtres étaient condamnées par des planches. Mais tout autour, la vie foisonnait à un rythme effréné. À peine 200 mètres plus loin, des ouvriers s'affairaient à ériger un complexe résidentiel de haut standing. Il y avait des grues immenses, des bétonnières bruyantes, et un balai incessant de camions. Tout ce brouhaha transformait cet ancien terrain vague en un quartier extrêmement prestigieux. Anne avait alors sorti son smartphone pour prendre des photos. Ensuite, elle s'était rendue sur le site internet du promoteur immobilier. Le nouveau projet s'appelait « L'écoquartier, les collines du soleil ». Les appartements s'y vendaient à plus de 10 000 € le mètre carré. Le site promettait une infrastructure ultramoderne, un parc paysager, une école, et plusieurs crèches. En regardant le plan interactif, elle réalisa que sa parcelle se trouvait en plein cœur du futur parc municipal. Elle avait alors appelé Maître Leblanc directement depuis le chantier. « Vous n'allez jamais le croire », avait-elle soufflé dans le combiné. « Ils sont en train de bâtir un complexe de luxe juste ici. Mon terrain vaut une véritable fortune. » L'avocate avait gardé le silence une seconde, avant de laisser échapper un rire grave et profondément satisfait. « Anne, c'est notre atout majeur. Mais il faut agir avec la plus grande prudence. Ne soufflez pas un mot de cela à Serge. Signez le divorce, et acceptez toutes ses conditions. » À présent, seule dans son modeste appartement, Anne contemplait de nouveau ses photos. Le lendemain, elle avait rendez-vous avec un cabinet d'experts pour obtenir une estimation officielle. Et dans une semaine exactement, elle déposerait la requête visant à obtenir sa part de l'entreprise. Maître Leblanc lui avait certifié qu'elle remporterait le procès haut la main. L'épreuve était accablante. La sonnerie du téléphone l'attira de ses pensées. En lisant le nom sur l'écran, Anne fronça les sourcils. C'était Serge. « Oui », répondit-elle d'un ton neutre et posé. « Anne, je voulais juste m'assurer que tu avais bien récupéré toutes tes affaires de la maison », lança Serge, la voix teintée d'agacement. « Christine emménage dès demain, et je n'ai pas envie de voir traîner tes vieux chiffons dans mes placards. »« J'ai emporté tout ce qui m'appartenait et dont j'avais besoin », rétorqua Anne. « Tu peux jeter le reste, si bon te semble. »« C'est parfait. » Il marqua une pause, avant d'ajouter d'un ton suffisant, « Tu sais, je suis ravie que tu aies enfin accepté ta place. Pendant 13 ans,
tu as été un poids mort qui me tirait vers le bas. Maintenant, je suis un homme libre, et je vais construire ma vie avec une femme qui est à ma hauteur. Anne serra les poings, mais sa voix demeura parfaitement calme. Je te souhaite d'être heureux, Serge. Ouais, c'est ça. Merci. Il ricana. Au fait, n'oublie surtout pas de payer la taxe foncière de ta cabane pourrie. Désormais, ce sont tes problèmes, plus les miens. Il raccrocha brusquement, sans même lui dire au revoir. Anne posa son téléphone sur la table et prit une profonde inspiration. Encore une semaine. Une seule petite semaine, et les masques allaient tomber. Serge allait découvrir que son idiote de femme s'était révélée bien plus intelligente, plus prévoyante, et beaucoup plus rusée qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle ouvrit son carnet d'adresses et chercha le numéro de la société de promotion immobilière. Elle les appellerait dès demain pour se renseigner. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre, la ville s'assombrissait, et les lampadaires commençaient à s'allumer un par un. Quelque part dans cette métropole, Serge célébrait sa prétendue victoire, sans se douter une seule seconde qu'il avait déjà tout perdu. Profite bien de ton triomphe, tant que tu le peux encore, murmura Anne en fixant son propre reflet dans la vitre. Car dans une semaine, tu sauras ce qu'est une véritable défaite. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Maître Leblanc. Anne, je viens de vous envoyer l'estimation préliminaire pour la compensation financière, annonça l'avocate. Sa voix était professionnelle, mais on pouvait y déceler une subtile note de triomphe. En prenant en compte les derniers bilans de la société sur le trimestre écoulé, le montant que nous réclamons pourrait s'élever à 5,5 millions d'euros. À cela, s'ajouteront les frais de justice, le coût des expertises, ainsi que les intérêts de retard. Merci, répondit Anne en s'appuyant contre le mur froid de son salon. Maître, et s'il essaie d'organiser son insolvabilité en cachant son argent? Il a le bras long, il pourrait. J'ai d'ores et déjà déposé une requête afin de procéder à la saisie conservatoire de ses biens, l'interrompit l'avocate avec assurance. Je suis passé de manière officieuse, via un juge de mes connaissances. Dès l'instant où nous déposerons la plainte officielle, l'intégralité de ses comptes bancaires et de son patrimoine immobilier sera gelée. Il n'aura le temps de rien faire. Anne ferma les yeux, soulagée. Maître Leblanc exécutait un travail tout bonnement irréprochable. Chaque mouvement était anticipé, chaque faille juridique était verrouillée. Pourtant, pourquoi cette vague d'angoisse persistait-elle au fond de son ventre? Vous êtes anxieuse, constata l'avocate, comme si elle avait lu dans ses pensées. C'est tout à fait normal. Mais croyez en ma longue expérience, les hommes taillés dans la même étoffe que votre ex-mari commettent toujours la même erreur monumentale. Ils sont tellement persuadés de leur propre invulnérabilité qu'ils en oublient d'être prudents. Le lendemain matin, Anne héla un taxi et se fit conduire jusqu'à son terrain. Elle ressentait le besoin viscéral de le revoir, de s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Le véhicule s'immobilisa devant le vieux portail familier. Elle régla la course, descendit, et s'avança. La petite maison délabrée paraissait encore plus pathétique avec, en toile de fond, la silhouette des grues monumentales qui s'élevaient à quelques centaines de mètres. Elle s'approcha du portillon et sortit ses clés. « Excusez-moi, madame » appela une voix masculine. Anne se retourna. Un homme d'une quarantaine d'années s'avançait vers elle. Vêtu d'un costume élégant, il n'avait visiblement rien d'un habitant du quartier. « Bonjour » dit-il en lui tendant une carte de visite avec un sourire professionnel. « Je m'appelle Victor Grondin, je représente la société de promotion immobilière Premium Habitat. Nous sommes en charge de la construction du nouveau complexe résidentiel, juste à côté. Êtes-vous la propriétaire de cette parcelle? Oui, répondit Anne en acceptant la carte, qu'elle examina brièvement. Parfait. Le sourire de l'homme s'élargit considérablement. Sachez que nous sommes très intéressés par l'acquisition de votre terre. Pour être tout à fait transparent, votre terrain s'insère idéalement dans notre plan pour le futur parc paysager. Nous sommes disposés à vous formuler une excellente offre. À combien s'élève cette offre, exactement, demanda Anne, s'efforçant de conserver un ton parfaitement neutre.
3,2 millions d'euros. Victor Grondin laissa volontairement planer un silence, observant attentivement sa réaction. Un paiement comptant, par virement bancaire sécurisé, dans la semaine qui suivra la signature chez le notaire. Anne sentit les battements de son cœur s'accélérer brusquement. 3,2 millions. C'était 200 000 euros de plus que l'estimation prudente de Maître Leblanc. Il faut que j'y réfléchisse, répondit-elle simplement, en glissant la carte dans la poche de son manteau. Bien sûr, je comprends parfaitement, acquiesça l'homme avec empressement. Toutefois, gardez à l'esprit que cette proposition n'est valable que jusqu'à la fin du mois. Passé ce délai, nos architectes devront envisager des plans alternatifs. Lorsque le représentant du promoteur s'éloigna, Anne pénétra à l'intérieur de la petite maison. L'air y était lourd, chargé de poussière, d'odeurs d'humidité et de toiles d'araignée. Soudain, son téléphone se remit à sonner. C'était Céline, sa seule véritable amie intime, la seule personne qui était au courant de toute l'affaire. « Anne, comment tu vas ?» L'inquiétude perçait dans la voix de Céline. « Je vais bien », répondit Anne en s'asseyant sur le rebord d'une fenêtre poussiéreuse. « Je viens tout juste de voir le représentant du promoteur immobilier. Ils m'ont proposé 3,2 millions d'euros pour le terrain. » « Mon Dieu !» siffla Céline, stupéfaite. « C'est dingue. Anne, tu réalises qu'avec la compensation que tu vas réclamer à Serge, tu seras à la tête de près de 9 millions d'euros. » J'en ai bien conscience, oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire de tout cet argent ? Anne tourna son regard vers la fenêtre, observant la danse lente des grues au loin. C'était une excellente question. Que comptait-elle faire ? 13 ans auparavant, elle n'était qu'une jeune femme naïve, qui croyait aveuglément à l'amour éternel et à la sincérité. Elle n'avait pas seulement injecté des fonds dans l'entreprise de Serge, elle s'y était investie corps et âme. Elle y avait mis toute sa foi en leur avenir commun. Elle avait travaillé des heures sans être payée, simplement parce que, selon les mots de Serge, ils formaient une équipe, une famille. Elle lui avait présenté son premier client d'envergure, en utilisant les relations personnelles de son propre père, car il fallait soutenir son mari. Elle avait vendu l'appartement de sa grand-mère adorée, versant l'intégralité de la somme pour financer l'expansion de la société, tout cela parce qu'ils bâtissaient leur avenir. Pendant ce temps, Serge, lui, bâtissait son propre avenir. Mais sans elle. Céline, tu te souviens du jour où j'ai présenté Serge à Marc Delon ? Demanda Anne d'une voix lointaine. L'ami de ton père ? Bien sûr que je m'en souviens. Ça a été le tout premier gros contrat pour la boîte de Serge, non ? Exactement. Anne passa pensivement un doigt sur la poussière du rebord de fenêtre. Marc Delon lui avait commandé la rénovation complète de toute sa chaîne de magasins. Une vingtaine de locaux à travers la région parisienne. Ça a été le point de bascule. Le début de son empire. C'est grâce à ce contrat que d'autres clients prestigieux ont commencé à affluer. Et si j'ai fait les présentations, c'était uniquement parce que Marc était un ami de longue date de mon père, et qu'il avait une confiance aveugle en notre famille. Tu sais, Anne, reprit son ami, Serge ne t'a jamais dit merci pour ça. Jamais, confirma Anne, et pour la première fois depuis des mois, une pointe d'amertume durcit sa voix. Pas une seule fois. Il est intimement convaincu qu'il doit sa réussite à lui seul. À son intellect supérieur, à son réseau, à son travail acharné. À ses yeux, je n'étais qu'un élément de décoration, une épouse présentable et commode, qui savait se faire discrète. Il va payer pour tout ça, déclara Céline avec une fermeté rassurante. Tu fais exactement ce qu'il faut. Après avoir raccroché, Anne resta longuement assise dans la maison vide. Le soleil entamait sa descente, nimbant les vieux murs abîmés d'une chaude lumière dorée. Ses pensées se tournèrent vers son père, et vers la joie sincère qu'il avait ressentie lors de son mariage. Serge est un garçon bien, lui répétait-il souvent. Il est ambitieux, il sait où il va. Je suis sûr qu'il te rendra heureuse. Son père s'était lourdement trompé sur l'homme, mais il lui avait laissé un héritage qui allait, aujourd'hui, devenir la fondation de sa nouvelle existence. Anne verrouilla la porte du cabanon, rangea la clé, et commanda un VTC pour rentrer dans Paris.
Pendant le trajet, elle envoya un SMS à son avocate, le promoteur vient de me proposer 3,2 millions. Que recommandez-vous? La réponse s'afficha sur son écran 5 minutes plus tard. Surtout, ne précipitez rien. Une fois notre plainte déposée, la valeur pourrait encore grimper. De plus, Serge tentera très certainement de contester votre titre de propriété sur le terrain, ce qui ne fera qu'attirer l'attention des juges sur sa véritable valeur. Patientons. Anne rangea son téléphone dans son sac et s'enfonça confortablement dans le siège de la voiture. 6 jours. Il ne restait plus que 6 jours avant que Serge ne découvre que son triomphe n'était qu'une gigantesque farce. En fin de journée, elle regagna son appartement de location. Après s'être réchauffée à un dîner simple, elle s'installa à table et rouvrit son ordinateur. Maître Leblanc venait de lui transférer la version finale de la requête introductive d'instance. Anne en fit la lecture lentement, s'imprégnant de chaque phrase, de chaque terme juridique. La partie demanderesse requiert l'annulation de la clause de l'accord de séparation des biens relative à l'entreprise du défendeur. En effet, durant la période du mariage, la demanderesse a apporté une contribution substantielle à la création ainsi qu'au développement de ladite société. En outre, la parcelle de terre ciseaux constitue un bien propre appartenant à la demanderesse, acquis au moyen de fonds issus d'une succession. En conséquence, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au versement d'une prestation compensatoire fixée à la somme de. Le texte était rédigé avec une clarté redoutable, d'une précision juridique irréprochable et totalement incontestable. Maître Leblanc était définitivement une avocate de génie. Anne referma l'écran et s'approcha à nouveau de sa fenêtre. En bas, dans le square, des enfants couraient en riant aux éclats, tandis qu'une jeune mère berçait doucement une poussette. C'était une vie ordinaire, simple et lisible. Autrefois, c'était précisément ce dont Anne avait rêvé, des enfants, des dimanches en famille, des projets d'avenir partagés. Mais Serge repoussait sans cesse l'échéance. Pas maintenant, il faut d'abord que je consolide la boîte, disait-il. Puis c'était devenu, attends un peu, je suis en pleine phase d'expansion. Et enfin, on en reparle l'année prochaine, ce n'est vraiment pas le bon moment. Jusqu'au jour où Christine était apparue dans le tableau. Anne avait alors compris que le problème n'avait jamais été le manque de temps. Le véritable problème, c'était que Serge n'avait tout simplement plus besoin d'elle. Son téléphone émit une vibration. Un nouveau message, provenant d'un numéro non enregistré. « Bonjour Anne, c'est Marc Delon. Je viens d'apprendre pour votre divorce. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Votre père était comme un frère pour moi, et je suis un homme qui n'oublie jamais ses amis. » Un doux sourire étira les lèvres d'Anne. Le monde n'était pas uniquement peuplé de requins. Elle rédigea une réponse brève mais sincère. « Merci beaucoup, Marc. Je n'y manquerai pas si le besoin s'en fait sentir. » 6 jours. Seuls 6 petits jours la séparaient encore du premier jour du reste de sa vie. Les jours suivants, Anne sembla flotter dans un état de tranquillité intérieure presque irréel. Elle se levait aux aurores, préparait son café dans la minuscule cuisine de son studio, et observait le ciel gris du petit matin parisien par la fenêtre. Le monde qui l'entourait lui paraissait soudain plus net, comme si l'on venait de retirer le voile opaque qui avait brouillé sa vue tout au long de son mariage. Maître Leblanc prenait de ses nouvelles quotidiennement. « Anne, êtes-vous absolument certaine de vouloir patienter ?» demandait l'avocate, de sa voix toujours professionnelle. « Nous pourrions lancer la procédure dès demain matin. Le dossier est prêt. » « Laissez-le savourer », rétorquait Anne avec une détermination glaciale. Qu'il se croie le maître du monde, ne serait-ce que pour une semaine. Elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. Serge avait besoin de relâcher sa garde, de s'enivrer de son impunité. Ce n'est qu'à cette condition que le coup de grâce serait véritablement dévastateur. Le 3e jour après la signature du divorce, Serge publia une photographie sur ses réseaux sociaux. Il posait aux côtés de Christine, à l'entrée d'un restaurant étoilé de la capitale. Elle portait une robe moulante au décolleté plongeant, tandis que lui passait une main possessive autour de sa taille, arborant un sourire débordant de fatuité. La légende clamait, une nouvelle vie, de nouveaux horizons.
En fixant l'écran de son téléphone, Anne ne ressentit aucune douleur. Seulement une vague forme de pitié. Il s'imaginait réellement que tout était aussi simple. Qu'il suffisait de rayer 13 années de vie commune d'un simple trait de plume, de s'emparer de tout le patrimoine conjugal, et de s'enfuir au soleil couchant au bras d'une mannequin à peine sortie de l'adolescence. Pauvre idiot, souffla-t-elle avant de verrouiller son téléphone. Le vendredi, une semaine très exactement après la signature chez le notaire, maître Marguerite Leblanc déposa officiellement la plainte auprès du tribunal de grande instance. Anne était assise à côté d'elle, dans le vaste bureau de l'avocate, lorsque celle-ci cliqua sur le bouton « Envoyer ». Et voilà, c'est fait, déclara maître Leblanc en s'enfonçant dans le dossier de son fauteuil. Il n'y a plus qu'à attendre sa réaction. Dans combien de temps sera-t-il mis au courant, s'enquit Anne. La notification officielle par huissier lui parviendra d'ici quelques jours. Cependant, je mettrai ma main à couper que son avocat sera informé bien avant cela. Ils ont leur propre réseau. Anne hocha la tête. Au creux de son estomac, l'attente se nouait telle une corde tendue à l'extrême. L'appel de Serge survint dès le lendemain. C'était samedi, il était à peine 11 heures du matin. Anne terminait tranquillement sa tasse de thé lorsque l'appareil se mit à vibrer sur la table. Le prénom Serge clignotait sur l'écran. Elle fixa l'appel entrant pendant de longues secondes, avant de décrocher lentement. « Mais à quoi tu joues, bordel » hurla Serge, la voix tremblante de fureur. « Tu m'attaques en justice ?» « Bonjour Serge » répondit Anne d'une voix placide. « Oui, tout à fait. Y a-t-il un problème ? » Tu as complètement perdu la tête, s'égosilla-t-il. Le partage a déjà été acté. Tu as signé les papiers ? J'ai signé une convention de divorce, le corrigea calmement Anne. Mais à aucun moment je n'ai renoncé à mon droit légal de réclamer une prestation compensatoire pour ma contribution à la création de ton entreprise. Quelle contribution ? Serge suffoquait de rage. Tu restais planqué à la maison pour passer le balai. Ne t'enfonce pas dans le mensonge, Serge. La voix d'Anne demeurait stable, mais une nuance d'acier venait de s'y glisser. Mon avocate a en sa possession la totalité des preuves. Tous les transferts bancaires, tous les contrats, toutes les attestations de témoins. Tu sais aussi bien que moi que j'ai injecté 300 000 € de l'héritage de ma grand-mère dans ta boîte, et que j'y ai travaillé gratuitement pendant 5 ans. Alors, épargne-moi ton numéro de victime. Un lourd et pesant silence s'abattit sur la ligne. Combien tu veux, finit par demander Serge. Le timbre de sa voix avait changé. Il calculait. Il cherchait une issue de secours. 5,5 millions d'euros, trancha Anne sans la moindre hésitation. Soit très exactement la moitié de ce que vaut ton entreprise aujourd'hui. Tu es complètement folle, explosa-t-il de nouveau. Je n'ai pas une telle somme. Dans ce cas, nous réglerons cela devant le juge. Anne raccrocha sèchement. Ses mains étaient prises de tremblements incontrôlables. Elle serra les poings, s'obligeant à respirer calmement, profondément. Le premier round venait de s'achever. Serge savait, et il était terrifié. Derrière ses aboiements de façade, elle avait parfaitement perçu la peur dans ses intonations. Le téléphone retentit de nouveau. Anne l'ignora. Un message s'afficha quelques secondes plus tard. « Anne, je t'en prie, voyons-nous pour en discuter comme des adultes responsables. Je suis persuadée que nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Elle laissa échapper un rire plein de sarcasme. Comme des adultes responsables. Comme si, à peine une semaine auparavant, il ne lui avait pas jeté les documents au visage en se moquant grassement de sa masure en ruine. Elle lui envoya une réponse laconique. Toute communication devra désormais passer par nos avocats respectifs. Le lundi suivant, maître Leblanc l'appela pour lui faire un compte-rendu. L'avocat de Serge a pris contact avec moi, annonça-t-elle avec une satisfaction évidente. Il nous propose un accord à l'amiable. 2 millions d'euros. Hors de question, rejeta immédiatement Anne. C'est bien ce que je pensais. On devinait le sourire de l'avocate au travers de sa voix.
Je leur ai signifié que notre seuil de tolérance était fixé à 4,5 millions. Ils en sont restés bouche bée. Et concernant le terrain, s'enquièrent avec appréhension. Ont-ils fait la moindre allusion à ce sujet? Pour l'instant, c'est le silence radio. Mais je suis intimement convaincu qu'ils ne vont pas tarder à fouiner. Serge n'est pas le genre d'homme à capituler sans livrer bataille. Les prévisions de Maître Leblanc se révélèrent tristement exactes. Dès le lendemain, Anne reçut un appel provenant d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Madame Anne, articula une voix masculine, extrêmement courtoise mais froide comme de l'acier. Je me nomme Victor Grondin, et je représente les intérêts de la société Bâti Invest. Nous aimerions nous entretenir avec vous au sujet de l'acquisition de votre parcelle de terre, située rue des Saules. Le sang d'Anne se glaça. Comment avez-vous eu connaissance de ce terrain, demanda-t-elle, sur la défensive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services du cadastre, répliqua l'homme avec assurance. Votre parcelle s'inscrit précisément dans notre zone d'aménagement. Nous sommes disposés à vous formuler une offre extrêmement avantageuse. Quel est le montant de cette offre? Questionna Anne, bien qu'elle en devinât déjà la teneur. 3,2 millions d'euros, par virement bancaire sécurisé, dans un délai d'une semaine suivant la signature de l'acte de vente. 3,2 millions d'euros. Soit le montant exact que le premier promoteur lui avait proposé. Il faut que j'y réfléchisse, dit Anne pour gagner du temps. Naturellement, concéda l'homme sans perdre de son affabilité. Sachez toutefois que cette offre n'est valable que jusqu'à la fin du mois. Au-delà, le prix d'achat pourrait être réévalué. Sitôt la communication terminée, Anne composa le numéro de son avocate d'une main fébrile. Je viens de recevoir un appel de Bâti Invest, débita-t-elle à toute vitesse. Il me propose d'acheter le terrain pour 3,2 millions. Anne, ce n'est absolument pas une coïncidence, s'exclama Maître Leblanc, stupéfaite. Quelqu'un les a aiguillés vers vous. Serge, lâcha Anne dans un souffle. Il est au courant pour le terrain. C'est fort probable. La véritable question est de savoir comment il l'a appris. Et surtout, dans quel but vous envoie-t-il des promoteurs? Anne réfléchit à toute vitesse. C'était une excellente question. Si Serge connaissait la vraie valeur de ce lopin de terre, pourquoi n'essayait-il pas de le récupérer par voie de justice? Pourquoi, au lieu de cela, lui envoyait-il des acheteurs? Peut-être qu'il espère que je vais céder et vendre, suggéra Anne en cherchant ses mots. Et qu'ensuite, il intentera un procès pour réclamer sa part du butin, sous prétexte qu'il s'agit d'un bien commun acquis pendant le mariage. C'est diabolique, admit Maître Leblanc. Mais c'est très malin. Si vous concluez la vente maintenant, l'argent atterrira officiellement sur votre compte après le prononcé du divorce. Mais il pourrait arguer devant les tribunaux que l'actif d'origine a été financé par des fonds communs. Mais c'est totalement faux, s'indigna Anne. Je le sais bien. Et nous possédons toutes les pièces comptables attestant que l'achat a été réalisé grâce à l'argent de votre héritage. Mais Serge est tout à fait capable d'entamer une procédure de contestation pour enliser l'affaire et vous créer des soucis interminables. Il joue un jeu extrêmement sale. Anne sentit la colère monter en elle, une fureur froide et implacable. S'il veut jouer sale, alors nous jouerons sale aussi, trancha-t-elle. Anne était attablée dans le modeste bureau qu'elle louait au mois, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Maître Leblanc venait de lui faire parvenir un nouveau lot de documents, et plus précisément une série de courriels obtenus sur injonction judiciaire. Au fur et à mesure de sa lecture, chaque message, chaque ligne s'emboîtait pour former un puzzle effrayant, qui lui fit froid dans le dos. Serge connaissait effectivement l'existence du projet immobilier. Pire encore, il en avait été informé bien avant elle. Près de 2 mois avant qu'il ne réclame soudainement le divorce. Anne s'adossa à sa chaise de bureau et ferma les paupières. Ainsi donc, tout n'avait été qu'une vaste machination. Ces petits dîners en tête-à-tête où il se montrait curieusement attentionné, ces longues discussions nocturnes où il expliquait qu'ils étaient épuisés l'un par l'autre et qu'il était temps de se libérer mutuellement pour entamer une nouvelle vie. Même l'entrée en scène de Christine, cette fameuse jeune mannequin dont il s'était affiché avec tant d'ostentation devant leurs amis communs.
Tout cela n'était qu'une vulgaire pièce de théâtre. Le but de Serge était simple, il voulait qu'elle consente au divorce de son plein gré, sans faire de vagues. Il espérait qu'elle signe rapidement les papiers et qu'elle disparaisse de sa vie. En échange, dans un élan de fausse générosité, il lui abandonnait généreusement cette masure, tout en sachant pertinemment que la parcelle sur laquelle elle reposait valait une véritable fortune. Soudain, son téléphone vibra. C'était Maître Leblanc. « Anne, j'ai de mauvaises nouvelles », attaqua l'avocate, la voix tendue à l'extrême. Serge vient de déposer une demande reconventionnelle. Il exige que l'acte d'achat du terrain soit déclaré nul et non avenu. Sur quel fondement juridique, demanda Anne, sentant ses muscles se crisper. Il soutient mordicus que le terrain a été acquis avec des fonds appartenant à la communauté durant votre mariage, et que son enregistrement à votre seul nom était illégal. Il a d'ailleurs fourni des relevés de compte démontrant qu'à cette époque précise, ses revenus professionnels étaient très élevés, tandis que vos économies personnelles n'auraient jamais suffi à couvrir un tel achat. Anne eut un rictus amer. Bien évidemment. C'était la manœuvre classique, contester le titre de propriété exclusive, prouver que les fonds étaient communs, et forcer ainsi le partage de la parcelle. Et si partage il y avait, cela impliquait la vente du bien et la division du pactole. 3,2 millions d'euros divisés par 2, 1,6 million pour lui, 1,6 million pour elle. Et par un tour de passe-passe, ces demandes d'indemnisation de 5 millions d'euros pour l'entreprise s'évaporeraient. Maître, nous avons bien tous les documents qui prouvent l'héritage de mon père, n'est-ce pas? Absolument. Le testament, l'acte de notoriété, les bordereaux de virement bancaire. Le dossier est limpide. Alors, pourquoi prend-il le risque de lancer une telle procédure? Un lourd silence pesa à l'autre bout de la ligne. Parce qu'il cache un atout dans sa manche, une carte que nous n'avons pas encore identifiée. Serge n'est pas un imbécile. Il a forcément déniché quelque chose, ou bien il a fabriqué de fausses preuves. Laissez-moi un peu de temps pour décortiquer l'ensemble de son argumentation. Après avoir raccroché, Anne demeura pétrifiée de longues minutes. Dehors, une pluie fine s'abattait sur la ville, et de grosses gouttes grisâtres glissaient le long des vitres, rendant Paris aussi terne et maussade que son état d'esprit. Elle se remémora les circonstances exactes de l'achat de ce terrain. Son père était décédé de façon brutale, terrassé par une crise cardiaque fulgurante. Il n'avait même pas eu le temps d'appeler les secours. Dans les semaines qui avaient suivi les funérailles, elle avait erré comme un fantôme, complètement anesthésiée par le deuil. C'est à ce moment précis que Serge lui avait suggéré cette idée, si on achetait ce petit bout de terrain en dehors de la ville pour y faire construire une maison? Tu as besoin d'un refuge pour te recueillir et honorer la mémoire de ton père, un endroit calme et paisible. À l'époque, elle avait perçu cette initiative comme une preuve d'amour et de sollicitude. Il l'avait accompagnée pour visiter différentes options, il s'était impliqué dans les plans d'aménagement, et il avait lui-même l'exigence que l'acte de vente soit dressé à son seul nom. C'est en souvenir de ton père. Cela doit appartenir à toi seul. Et voilà qu'elle découvrait aujourd'hui qu'il s'agissait, en réalité, d'une simple opération de blanchiment d'argent. Il planquait ses liquidités dans un actif qui, sur le papier, appartenait à son épouse, mais sur lequel il gardait une emprise totale. Le terrain était isolé, difficile d'accès. Il n'y avait d'ailleurs jamais entamé les moindres travaux. Serge trouvait sans cesse de nouveaux prétextes pour repousser le chantier à plus tard. Avec le temps, Anne avait fini par l'oublier, comme un vieux meuble légué au fond d'un grenier. Jusqu'au jour où Serge avait eu vent de ce gigantesque projet immobilier. Le téléphone se remit à vibrer. Un numéro inconnu s'affichait à nouveau sur l'écran. Madame Anne? C'était Paul Arnaud. Elle fouilla dans sa mémoire pour remettre un visage sur ce nom. Je vous écoute. Je ne vous appelle pas dans le cadre de mes fonctions, commença l'homme d'un ton prudent. Ou plutôt si, mais à titre strictement personnel. Serait-il possible de nous rencontrer? J'ai des informations de la plus haute importance à vous communiquer au sujet de votre ex-mari. 1 heure plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit café discret du boulevard Haussmann. Je gravite dans le milieu de l'immobilier depuis plus de 20 ans,
attaqua-t-il en remuant lentement le sucre dans son espresso. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, croyez-moi. Mais la machination que votre ex-mari a mise sur pied. Même selon les standards cyniques de notre profession, c'est abject. Quelle machination, exactement? Il a pris contact avec la direction de notre société il y a 3 mois. Il nous a affirmé qu'il avait connaissance d'un terrain qui correspondait en tout point aux exigences de notre cahier des charges pour le nouvel écoquartier. Il nous a précisé que ce terrain appartenait à sa femme, mais que celle-ci ignorait tout de sa réelle valeur marchande. Et il nous a soumis un plan. Anne sentit ses entrailles se glacer. Nous rachetons la parcelle pour 3,2 millions d'euros, mais nous devons maquiller la transaction de manière à ce qu'il puisse ensuite la contester devant les tribunaux, en invoquant le régime de la communauté de biens. Il empocherait la première moitié de la somme immédiatement, en liquide, et percevrait la seconde moitié une fois que la justice aurait reconnu que le terrain avait été financé par des capitaux communs. Et vos dirigeants ont accepté ce chantage, demanda Anne, horrifiée. La direction a donné son feu vert. L'emplacement nous est absolument vital, et 3,2 millions d'euros, c'est une excellente affaire pour nous. Mais à titre personnel, cette méthode m'a profondément écœurée. J'ai vu la façon dont il parlait de vous. Sans la moindre once de respect. Comme si vous n'étiez qu'un simple objet qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mais pourquoi prenez-vous le risque de me révéler tout cela? Paul Arnaud prit une gorgée de café, le regard perdu vers les vitrines du boulevard. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Un cancer foudroyant. Nous avions partagé 25 merveilleuses années ensemble, et je n'arrive toujours pas à faire mon deuil. Alors, quand je vois un individu capable de trahir la femme qui a partagé sa vie pour de simples billets de banque, il m'était impossible de garder le silence. Il plongea la main dans la poche de son veston et posa une petite clé USB sur la table. Vous trouverez ici les enregistrements audio de toutes nos réunions avec votre mari. Il était tellement pétri d'arrogance qu'il n'a même pas pris la peine de censurer les détails de son plan. Tout est sur bande. La façon dont il a orchestré votre divorce, la stratégie qu'il comptait employer pour faire annuler l'acte de vente, le calendrier précis de ses actions judiciaires. Servez-vous-en. Anne saisit la clé USB. Ses doigts tremblaient légèrement. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. Ne dites rien. Contentez-vous de le faire tomber. Les individus de son espèce doivent payer le prix de leurs actes. Tard dans la soirée, Anne se rendit au domicile de maître Marguerite Leblanc, un somptueux appartement situé dans un immeuble haussmannien de Saint-Germain-des-Prés, dont les murs étaient tapissés de bibliothèques et de toiles de maître. Attablées dans la cuisine autour d'une théière fumante, elles écoutaient l'ordinateur portable diffuser, un à un, les enregistrements clandestins. La voix de Serge résonnait avec un flegme et un cynisme terrifiant. L'essentiel, c'est qu'elle demande elle-même le divorce. De cette façon, il n'y aura aucune question gênante. Je lui laisserai ce foutu terrain. Elle s'imaginera que je suis un imbécile doublé d'un incompétent en matière d'immobilier. Une fois le divorce acté, je laisserai s'écouler 1 mois, puis j'entamerai une procédure judiciaire. Je dispose de relevés de compte prouvant que les fonds utilisés étaient des fonds communs. Mon expert comptable est en train de falsifier les bilans pour que tout colle. On vend le terrain rapidement? Puisque vous en avez un besoin urgent. On divise les 3,2 millions en 2, 1,6 pour elle tout de suite, et 1,6 pour moi à l'issue du procès. Mais en réalité, grâce à la procédure, je récupérerai aussi sa moitié, car je parviendrai à démontrer que son histoire d'héritage est une pure supercherie. Maître Leblanc coupa brusquement l'enregistrement. Prouver que l'héritage est une supercherie, répéta l'avocate à voix basse, visiblement intriguée. C'est juridiquement impossible. Anne fit non de la tête, l'intégralité des documents est authentique. Les actes notariés, les attestations bancaires, les témoignages. Attendez une seconde. L'avocate ouvrit précipitamment le dossier physique et se mit à feuilleter les pièces à une vitesse folle. Elle s'arrêta net sur un feuillet spécifique et le scruta longuement, les sourcils froncés. Regardez ceci.
L'attestation de virement bancaire pour le paiement du terrain. Date d'émission, 18 août. Et alors? Nous avions versé un acompte de réservation, puis le solde. Non. C'est l'intégralité de la somme qui figure ici. 240 000 €. Le prix d'achat total du terrain. L'avocate planta son regard dans celui d'Anne, avec une gravité absolue. 18 août. Soit exactement 3 jours avant que vous ne perceviez officiellement l'argent de votre héritage. Anne eut la désagréable sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. C'est matériellement impossible. Je me souviens pertinemment que Serge a réglé le montant de l'achat avant que je ne touche l'argent de la succession. Techniquement parlant, oui, à 3 jours près. Et c'est justement ce qui lui permet d'affirmer aujourd'hui que la parcelle a été payée avec ses propres deniers, et que vous n'avez fait que rembourser les frais engagés, a posteriori, avec l'argent de la succession. Voilà son fameux atout caché. Anne dévisageait maître Leblanc, incapable de saisir immédiatement la portée de ses propos. L'avocate semblait s'exprimer dans un jargon hermétique, où chaque mot pris séparément avait un sens, mais où leur combinaison formait une sentence capitale. Serge avait tout calculé. Même 13 ans en arrière, alors qu'ils inauguraient à peine leur vie de jeunes mariés, il avait déjà pris le soin de se ménager une porte de sortie de secours. Mais je lui ai remboursé cette somme, s'écria soudain Anne. Maître Leblanc se figea. Pardon. Anne pivota brusquement sur sa chaise. Je lui ai rendu l'argent, j'en suis absolument certaine. Quelques jours après le déblocage des fonds de la succession. Il m'avait expliqué à l'époque qu'il avait avancé la somme sur ses propres deniers parce que le vendeur nous mettait la pression et menaçait de céder le terrain à d'autres acquéreurs. Il m'a ensuite demandé de lui rembourser cette avance dès que mon compte serait crédité. L'avocate se redressa lentement, la tension palpable dans chacun de ses gestes. Ce remboursement. L'avez-vous effectué par virement bancaire ? Oui, je suis catégorique, ce n'était pas un paiement en espèces. Ma mère avait d'ailleurs fermement insisté pour que tout soit tracé officiellement. Je m'en souviens, elle m'avait dit. Ma petite Anne, les bons comptes font les bons amis, et même avec son propre mari, il faut s'en tenir aux règles. À l'époque, j'avais trouvé ça ridicule et j'en avais ri. Maître Leblanc ouvrait déjà son ordinateur avec précipitation. Anne, replongez dans vos souvenirs. Il me faut la date précise, le nom de l'établissement bancaire, le montant exact, et le libellé de l'opération. Le moindre détail a son importance. Anne ferma les paupières. L'image de la petite agence bancaire remonta à la surface de sa mémoire. Le stylo en plastique retenu par une chaînette à boules, le visage fatigué de la guichetière derrière son hygiaphone. Serge trépignait à ses côtés, tapotant nerveusement du bout des doigts sur le comptoir en formica. Il n'appréciait guère qu'Anne pose autant de questions et exige des copies papier de l'opération. Le montant s'élevait à 240 000 €, murmura-t-elle lentement. À l'euro près. J'ai ordonné un transfert vers le compte personnel de Serge. Je crois me souvenir que dans l'intitulé de l'opération, j'avais fait inscrire remboursement de l'avance pour l'acquisition de la parcelle. Non, je n'en crois rien, j'en suis sûre. C'est exactement la formulation que ma mère m'avait dictée. Elle se tenait juste derrière moi. Pour la toute première fois de la soirée, un sourire carnassier éclaira le visage de maître Leblanc. Eh bien, voilà qui rend notre petite discussion nettement plus captivante. Elle composa prestement un numéro sur son téléphone. Bonsoir Hélène, je vous prie de m'excuser pour cet appel si tardif. C'est maître Leblanc, l'avocate de votre fille. J'ai un besoin impératif de clarifier un point avec vous. Avez-vous un quelconque souvenir du transfert de fonds effectué au profit de Serge, à la suite du versement de l'héritage ? Anne retenait son souffle. La voix de sa mère résonna si fort dans l'écouteur qu'elle l'entendit distinctement. Bien sûr que je m'en souviens. C'est moi qui ai personnellement exigé qu'Anne trace cette opération par voie bancaire. Ça avait d'ailleurs mis Serge dans une colère noire. Il prétendait que nous mettions sa parole en doute. Ce à quoi j'avais répondu,
la confiance n'exclut pas le contrôle, et une petite reconnaissance de dette n'a jamais fait de mal à personne. Maître Leblanc leva les yeux vers Anne, l'interrogeant du regard. De quelle reconnaissance de dette parlez-vous? Anne sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Hélène, reprit l'avocate en articulant chaque syllabe avec une lenteur calculée, ce fameux document. L'avez-vous conservé? Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. Il doit bien être rangé quelque part. Je ne jette jamais ce genre de paperasse. J'ai tout un classeur consacré aux papiers de mon défunt mari, ainsi qu'aux documents importants d'Anne. Je chercherai ça demain à la première heure. Pas demain, trancha maître Leblanc avec une autorité absolue. Tout de suite. 2 heures plus tard, Anne prenait place à bord d'un train de nuit pour rejoindre le domicile de sa mère, en province. L'attente jusqu'au petit matin lui était insoutenable. Maître Leblanc l'accompagnait, emportant son ordinateur portable, son dictaphone, et l'intégralité du dossier. Durant le trajet, elles n'échangèrent presque pas un mot. Anne observait le défilé des paysages plongés dans l'obscurité, le visage blême reflété sur la vitre, l'esprit obnubilé par une seule certitude, si ce bout de papier avait survécu au temps, Serge venait de creuser sa propre tombe. Sa mère les accueillit sur le palier, vêtue d'une vieille robe de chambre, les yeux rougis par le manque de sommeil et l'anxiété. Sur la table de la cuisine, 3 imposantes chemises cartonnées, maintenues par de gros élastiques, les attendaient déjà. « J'ai tout sorti », déclara-t-elle en guise de bonsoir. « Ici, ce sont les affaires de papa, là-bas la documentation bancaire, et dans la dernière chemise, tout ce qui se rapporte à cette histoire de terrain. » Anne se laissa tomber sur une chaise. Ses mains tremblaient à nouveau, mais cette fois-ci, l'appréhension avait cédé la place à une féroce détermination. Le trio passa les archives au crible jusqu'aux premières lueurs de l'aube. De vieux reçus jaunis, des photocopies de pièces d'identité, d'anciens baux de location, des bordereaux bancaires. De temps à autre, la mère d'Anne émaillait leurs recherches de commentaires, se remémorant tel ou tel détail, poussant de longs soupirs. Maître Leblanc travaillait vite, dans un silence quasi religieux, empilant méthodiquement les pièces maîtresses sur le côté. Et soudain, elle mit la main sur une simple feuille de papier, dont les bordures avaient été rongées par le temps. Quelques lignes, griffonnées à l'encre bleue, de la main même de Serge. Je sous-signé, Serge Lebedeff, reconnaît avoir reçu la somme de 240 000 € de la part de Madame Anne Lebedeff, au titre du remboursement de l'avance consentie par mes soins. Et sur ses instructions, pour l'acquisition de la parcelle 6 rue des Saules. Je déclare n'avoir aucun droit ni prétention sur la somme susmentionnée, ainsi que sur le dit terrain. La date figurait au bas de la page, encadrée par la signature de Serge, celle d'Anne, et la paraphe d'Hélène, agissant en qualité de témoin. Anne fixait le document, incapable d'articuler le moindre mot. Sa mère esquissa un discret signe de croix. « Je te l'avais bien dit, ma petite Anne. Les écrits restent, et c'est ce qui finit toujours par nous sauver. » Maître Leblanc saisit délicatement le reçu du bout des doigts, comme s'il s'agissait du joyau le plus inestimable de la couronne. Et voici, très chère Anne, bien plus qu'un simple élément de preuve. C'est une torpille qui va réduire à néant l'intégralité de sa plaidoirie. « Est-ce que cela signifie que le terrain m'appartient vraiment ?» murmura Anne d'une voix à peine audible. « Non pas vraiment, mais totalement et indiscutablement. Il a consigné par écrit que ces fonds constituaient le remboursement d'une avance qu'il avait faite sur vos propres instructions. Et il a officiellement renoncé à tout droit sur ce bien immobilier. Dès lors que nous obtiendrons le relevé bancaire faisant figurer ce motif exact, son action en justice n'aura plus aucune valeur. » Anne enfouit son visage entre ses mains. Pour la première fois depuis des mois, elle n'éprouva plus le besoin de pleurer d'épuisement ou de colère, mais plutôt d'éclater de rire, terrassée par le soulagement. Maître Leblanc la ramena bien vite à la réalité. Maintenant, il faut agir avec la fulgurance de l'éclair. Dès demain, nous lançons une requête en communication de pièces auprès de l'établissement bancaire. Dans la foulée, nous demandons l'intégration de cette reconnaissance de dette au dossier de la Cour. Et nous déposons une plainte incidente pour fraude aux pièces, afin que le tribunal passe à la loupe l'ensemble de l'argumentaire de Serge.
Si le magistrat découvre qu'il a sciemment travesti la vérité, il va passer un très mauvais quart d'heure. Et qu'en est-il des enregistrements fournis par Paul Arnaud, Sankian? Ils seront également joints à la procédure. Non pas comme pièce centrale dans le litige concernant le terrain, mais comme preuve accablante de son intention de vous nuire. Il cherchait délibérément à vous spolier, en orchestrant la vente de ce bien. Via un montage frauduleux, dans l'unique but d'en récupérer le fruit par une manœuvre légale trompeuse. Aux yeux de la justice, cela s'apparente beaucoup moins à une querelle d'ex-conjoints, et beaucoup plus à une escroquerie en bande organisée. Anne effleura la signature de Serge du bout de l'index. Jadis, cette même signature ornait des cartes de vœux, des faire-part, des mots doux. Aujourd'hui, elle paraphait le document qui scellait définitivement sa perte. L'audience d'ouverture se tint une semaine plus tard. Serge fit son entrée dans le prétoire en affichant une assurance indécente. Surnommé d'un costume taillé sur mesure, le poignet cerclé d'une montre hors de prix, il arborait son habituel rictus supérieur. Son avocat, un homme décharné au regard de rapace, siégeait à ses côtés. Christine avait également fait le déplacement. Reléguée dans la salle des pas perdus, près des grandes baies vitrées, elle feignait l'indifférence, tout en lorgnant Anne avec une curiosité mal dissimulée et un mépris ostentatoire. Anne passa devant elle sans lui accorder le moindre regard. La terreur oppressante qui la tenaillait encore quelques jours plus tôt avait totalement disparu. Elle ressentait de la tension, certes, mais c'était une tension de concentration, une adrénaline froide et chirurgicale. À l'intérieur de la salle d'audience, Serge refusa obstinément de croiser ses yeux. Il chuchotait avec son conseil, se penchant régulièrement vers lui en étouffant de petits ricanements. Ce fut l'avocat de Serge qui ouvrit le bal. Son élocution était fluide, persuasive, presque trop parfaite. Il soutint avec aplomb que la parcelle litigieuse avait été acquise sous le régime de la communauté grâce aux capitaux de son client, et qu'elle constituait par conséquent un actif du couple soumis au partage. Il invoqua la date de la transaction immobilière, mit en exergue les attestations bancaires, et souligna avec insistance qu'Anne ne disposait pas encore légalement des fonds de l'héritage au moment de la signature de l'acte authentique. Tout au long de la plaidoirie, Serge se tenait bien droit, acquiesçant régulièrement avec une moue de contentement. Lorsque la parole fut donnée à maître Marguerite Leblanc, cette dernière se leva sans la moindre précipitation, empreinte d'une gravité dénuée de théâtralité. Monsieur le juge, l'argumentaire de la partie adverse repose sur une omission intentionnelle et fondamentale, attaqua-t-elle posément. Il est exact que le transfert de fonds initial en faveur du vendeur a été émis depuis le compte bancaire de mon contradicteur. Toutefois, cette opération a été réalisée à la demande expresse de ma cliente, qui a, dans la foulée, procédé au remboursement intégral de cette avance en utilisant ses propres deniers personnels. Le sourcil de l'avocat de Serge se fronça imperceptiblement. Maître Leblanc déposa une liasse de photocopies sur le bureau du magistrat. Nous versons au débat le relevé d'opération certifié par la banque, lequel atteste du virement de la somme de 240 000 € effectué par Madame Anne vers le compte de Monsieur Serge. L'intitulé de l'ordre de virement stipule noir sur blanc, remboursement de l'avance pour l'acquisition de la parcelle. Par ailleurs, nous soumettons à la Cour une reconnaissance de dette rédigée et signée de la main de Monsieur Serge, par laquelle il accuse réception de cette somme et renonce explicitement à revendiquer la propriété du bien immobilier concerné. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Serge tourna la tête au ralenti vers son propre avocat. Ce dernier compulsait déjà les documents transmis par la partie civile, son teint se décomposant à vue d'œil. L'arrogance avait déserté ses traits, balayés par la stupeur et la panique. C'est un faux grossier, aboya subitement Serge. Je n'ai jamais rédigé un tel torchon. Maître Leblanc ne daigna même pas lui accorder un regard. Si la partie adverse le conteste, nous requérons formellement la désignation d'un expert graphologue auprès des tribunaux. Nous demandons également que les originaux des documents bancaires soient placés sous scellé, et que le parquet diligente une enquête approfondie sur la probité des pièces comptables produites par le défendeur. Le visage de Serge perdit instantanément toutes ses couleurs. Pour la toute première fois depuis le début de l'audience, Anne fixa son regard droit dans le sien.
Leurs yeux se croisèrent, et elle y lut ce qu'elle attendait de voir depuis si longtemps. La peur. Non pas de la haine, ni du mépris, mais de la peur à l'état pur. Les semaines qui suivirent furent une longue descente aux enfers pour Serge. L'expertise graphologique confirma, sans l'ombre d'un doute, qu'il était bien l'auteur de la reconnaissance de dette. L'établissement bancaire transmit au tribunal le détail certifié du virement, confirmant l'exactitude du libellé contesté. La mère d'Anne fut appelée à la barre et relata, avec un luxe de détails, le contexte dans lequel cette décharge avait été rédigée. Le vendeur initial du terrain témoigna que Serge avait, d'emblée, précisé qu'il achetait le lopin de terre au profit exclusif de son épouse, et qu'il n'avait jamais manifesté l'intention de l'acquérir en son nom propre. Puis, le coup de grâce intervint avec la diffusion des enregistrements audio fournis par Paul Arnaud. Au début, Serge tenta de sauver la face. Il bredouilla que ses propos avaient été sortis de leur contexte, qu'il ne s'agissait que de négociations commerciales rudimentaires, de la simple évocation d'hypothèses théoriques. Mais plus les bandes tournaient, plus la situation devenait intenable. Sur le premier enregistrement, on entendait clamer ouvertement qu'Anne ignorait tout de la valeur marchande du terrain. Sur le deuxième, il exposait sans vergogne sa manœuvre pour dénoncer le droit de propriété après la prononciation du divorce. Et sur le dernier, il se vantait du fait que son comptable allait ajuster les bilans financiers, sur mesure. À l'issue de cette écoute, le magistrat leva la tête, ajusta ses lunettes, et dévisagea longuement Serge. « Monsieur Serge », lâcha le juge d'un ton glacial, « avez-vous seulement conscience que l'affaire qui nous occupe a largement dépassé le cadre d'un simple partage de biens matrimoniaux ?» Serge resta muet. Son avocat sollicita une suspension de séance immédiate. Dans la salle des pas perdus, Serge vint à la rencontre d'Anne, de sa propre initiative. L'arrogance de façade s'était évaporée, emportant avec elle le fameux rictus triomphal. Son visage était terreux, ses orbites creusées par de lourds cernes. « Anne », implora Théil d'une voix chevrotante. « Il faut qu'on arrête ce massacre. » Elle le regarda, imperturbable. « Et de quoi parles-tu, au juste ? » « De ce procès, de ce cirque médiatique, de tout ça. Tu as bien conscience que cette histoire risque de nous détruire tous les deux. » « Erreur, Serge », le rectifia Anne avec aplomb. « Le seul qui risque la destruction totale ici, c'est toi. Moi, je me contente de récupérer ce que tu as essayé de me voler. » Il pinça les lèvres avec amertume. « Je te signe un chèque de 2,5 millions d'euros sur le champ. Et on tire un trait sur toute cette histoire. » Un fin sourire effleura les lèvres d'Anne. « C'est plutôt amusant de ta part. Il n'y a pas si longtemps, tu m'invitais chaleureusement à finir mes jours dans une masure. » J'étais sous le coup de la colère. « Pas du tout. Tu étais juste absolument convaincu d'avoir gagné la partie. » Serge détourna le regard. Pour la toute première fois en l'espace de 13 ans, il se trouva à court d'arguments. Anne pivota sur les talons et se dirigea d'un pas déterminé vers Maître Leblanc, qui patientait près des grandes baies vitrées du palais de justice. « Qu'est-ce qu'il vous voulait, s'enquit l'avocate. Il espérait négocier. « C'est un peu tard pour les regrets, trancha Maître Leblanc d'un ton lapidaire. C'est à nous de dicter nos propres conditions, à présent. » Le protocole d'accord transactionnel fut entériné le mois suivant. Serge s'engageait à reverser à Anne la coquette somme de 4,8 millions d'euros, à titre de prestation compensatoire pour son implication dans le développement de l'entreprise. Cette somme serait échelonnée, avec, en guise de garantie, une hypothèque sur 2 appartements et le nantissement de ses parts sociales. Par une clause spécifique, il reconnaissait formellement le terrain comme étant la propriété exclusive d'Anne, et renonçait par avance à toute action en justice ultérieure. En contrepartie, la demande reconventionnelle fut retirée. Mais le calvaire de Serge était loin d'être terminé. Au terme de l'audit comptable, il s'avéra que son expert comptable avait, de fait, maquillé les livres de compte. L'administration fiscale ouvrit une enquête sur la société. Marc Delon, atterré par ces révélations, mit un terme au juteux contrat qui le liait à Serge, prétextant une perte de confiance dans l'intégrité de son partenaire en affaires. La rumeur enfla rapidement au sein du réseau,
provoquant une véritable hémorragie de la clientèle. L'empire que Serge pensait inébranlable se fissurait de toutes parts. Christine s'était volatilisée presque immédiatement après le gel des avoirs bancaires. Dans un premier temps, elle avait cessé de publier des clichés de leur couple. Ensuite, elle avait fait le ménage dans l'historique de ses réseaux sociaux. 15 jours plus tard, elle fut aperçue en charmante compagnie à la table d'un grand restaurant parisien, avec un autre homme. Serge tenta de la reconquérir à grand renfort de coups de téléphone et de cadeaux, mais le standing des présents n'était plus à la hauteur des exigences financières de la jeune femme. C'est Céline qui informa Anne de cette anecdote croustillante, et cette dernière se contenta d'un simple hochement de tête. « Tu ne ressens même pas un peu de jubilation » s'étonna son amie. « Pas le moins du monde » répondit sincèrement Anne. « Chacun récolte simplement ce qu'il s'est efforcé de semer. » L'ordre des choses a été rétabli. Concernant le terrain, Anne décida de prendre son temps. Différents promoteurs immobiliers la contactèrent à maintes reprises. Les enchères débutèrent à 3,2 millions d'euros, grimpèrent à 3,5, pour finalement atteindre le seuil des 4 millions. À chaque sollicitation, Anne se contentait de répondre qu'elle réfléchissait à la proposition. Ce n'est qu'une fois son titre de propriété rendu inattaquable, et l'ensemble des obstacles juridiques définitivement levés, qu'elle accepta de recevoir les cadres dirigeants de l'entreprise de construction. L'entrevue ne se déroula pas à la hâte, devant le portillon rouillé d'une cabane en ruine, mais dans la somptueuse salle de réunion d'un grand cabinet d'avocats de la capitale, avec maître Marguerite Leblanc assise à ses côtés. Le prix est fixé à 4,5 millions d'euros, annonça Anne avec un aplomb déconcertant. La transaction sera entièrement transparente. Aucun règlement en espèces, aucun montage financier nébuleux. La somme devra être virée sur un compte bancaire séquestre. Et l'intégralité de la fiscalité sera prise en charge dans les règles de l'art. J'ai également une clause additionnelle à vous soumettre. Le représentant de la société immobilière serait dit. Quelle est la nature de cette clause ? Au cœur du futur parc paysager, je souhaite qu'une petite allée soit aménagée avec quelques bancs et des arbres d'ombrage. Vous y installerez une plaque commémorative. Rien de trop ostentatoire. Seulement le nom de mon père. C'était là qu'il rêvait d'ériger sa maison. L'homme croisa le regard de son associé avant de répondre prudemment. C'est un point sur lequel nous pouvons ouvrir la discussion. Non, rétorqua doucement Anne. Ce n'est pas une base de négociation. C'est une condition sine qua non. Le contrat de vente fut paraphé 2 semaines plus tard. Lorsque les fonds furent crédités sur son compte bancaire, Anne contempla longuement l'écran de son application, peinant à réaliser que tout cela n'était pas un rêve. Ce vertige ne provenait pas tant du montant faramineux de la transaction, mais du fait que, pour la toute première fois depuis une éternité, elle éprouvait une certitude absolue, ce n'était ni une offrande, ni un acte de charité, ni même un heureux hasard. Ce patrimoine, elle l'avait gagné à la sueur de son front, elle l'avait jalousement préservé, et elle l'avait défendu bec et ongle. 6 mois s'écoulèrent, et Anne fonda sa propre entreprise. Ce n'était ni une multinationale, ni un vaste empire aux vitrines rutilantes et aux loyers exorbitants. C'était un modeste cabinet spécialisé dans l'assistance juridique et la sécurisation des transactions immobilières. Elle s'entoura de 2 jeunes juristes, d'un expert comptable, et d'une assistante de direction. Lors de son entretien d'embauche, cette dernière lui avait confié, la voix tremblante, qu'elle se retrouvait totalement fauchée à la suite d'un divorce houleux, et que la perspective de devoir tout recommencer à zéro la terrorisait. En écoutant cette jeune femme, Anne avait l'impression de contempler son propre reflet dans un miroir. « Vous avez parfaitement le droit d'avoir peur », lui avait-elle glissé ce jour-là. L'essentiel, c'est de ne jamais capituler. Au fil du temps, maître Marguerite Leblanc était devenue bien plus qu'une avocate attitrée, elle était devenue une véritable associée, une amie de confiance, et un mentor inestimable. Il leur arrivait fréquemment de s'attarder le soir dans les nouveaux locaux, à partager une tasse de thé tout en se remémorant ce fameux jour où Serge avait expédié les papiers du divorce par-dessus son bureau. « Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a de plus cocasse dans cette affaire ?» lança un jour maître Leblanc, un sourire ironique aux lèvres. Votre ex-mari n'a pas mordu la poussière parce qu'il manquait d'intelligence.
Il a mordu la poussière parce qu'il s'est imaginé que vous en étiez dépourvu. Anne sourit en retour. C'était d'ailleurs son erreur de jugement favorite. Près d'une année passa avant qu'elle ne recroise le chemin de Serge, par le plus pur des hasards. La rencontre se produisit aux abords de ce fameux parc public flambant neuf, récemment inauguré pour le plus grand bonheur des riverains. Les arbres fraîchement mis en terre arboraient de frêles silhouettes, les sentiers d'allée dégageaient une agréable odeur de minéral neuf, et de jeunes mères papotaient sur les bancs, surveillant leur landau du coin de l'œil. Au carrefour de l'allée principale, une discrète plaque en laiton, scellée dans la pierre, honorait la mémoire du père d'Anne. Anne s'y était rendue seule, poussée par le simple désir de contempler cet endroit que l'on qualifiait jadis de « masure ». Serge patientait près de l'entrée du parc. Les traits tirés, l'air prématurément vieilli, il portait une simple veste de mi-saison en lieu et place de ses somptueux manteaux de créateur. En apercevant Anne, il se figea comme une statue de sel. Ils s'observèrent en silence durant quelques secondes interminables. « C'est un très bel aménagement », finit-il par articuler. « En effet », approuva Anne. « Mon père aurait été fou de joie. » Serge baissa les yeux vers le sol. « J'ai voulu tout te rafler », confessa-t-il d'une voix sourde et éteinte. « L'entreprise, les biens immobiliers, le terrain. Je m'étais persuadé que si je ne m'emparais pas de tout, d'autres requins finiraient par te plumer. Je pensais très sincèrement que tu ne t'en sortirais jamais toute seule. » Le regard d'Anne glissa sur l'allée ombragée, où la brise agitait doucement le feuillage printanier des arbres. « Je le sais bien. Est-ce que tu me voues une haine farouche ?» Elle prit le temps de la réflexion. Par le passé, elle avait eu la conviction que ce ressentiment la rongerait jusqu'à la fin de ses jours. Mais à cet instant précis, elle ne ressentait plus aucune animosité, ni même le besoin impérieux de prouver quoi que ce soit. Rien d'autre qu'une compréhension teintée d'une infinie lassitude. « Non, Serge. Je n'ai plus la moindre haine envers toi. C'est terminé. » Il acquiesça de la tête, comme si la sentence de l'indifférence était 1000 fois plus douloureuse à encaisser qu'une pluie d'insultes. « Je te demande pardon, » balbutia-t-il dans un souffle. Anne leva les yeux vers lui. Face à elle se tenait cet homme, jadis le centre de gravité de son univers. L'homme pour lequel elle avait sacrifié ses propres ambitions, englouti ses économies, et étouffé ses rêves. Ce même homme qui avait présumé pouvoir l'effacer de l'équation d'un simple coup de stylo. « Je me suis pardonné à moi-même, » déclara posément Anne, « d'avoir eu la faiblesse de croire en toi pendant toutes ces années. Quant au fait de te pardonner à toi, ce n'est désormais plus de mon ressort. » Elle poursuivit sa route le long de la promenade pavée. Serge ne tenta pas de la retenir. Anne s'installa sur le banc de bois clair, adossée à la plaque gravée au nom de son père. Elle sortit une bouteille isotherme de son sac à main, se versa une rasade de thé brûlant dans le gobelet, et laissa un large sourire illuminer son visage. Tout autour d'elle, la vie bouillonnait. Le nouveau quartier résonnait des cris joyeux des enfants, et les flâneurs arpentaient les sentiers sous le soleil couchant. Là où s'élevait jadis une bicoque insalubre, la vie avait repris ses droits. Son téléphone émit une légère vibration. C'était un texto de Céline. « Alors, comment se porte la vie de château dans ton ancien palais ?» Anne balaya le parc du regard, admira la cime des arbres se détachant sur l'horizon, puis le coin de ciel bleu encadré par les immeubles modernes, et elle rédigea sa réponse. « Ce n'est plus une masure. C'est l'endroit où j'ai enfin repris ma vie en main. »